Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Planète électrique. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler des voitures électriques en elles-mêmes, mais bien de la manière de les recharger. Tous les baromètres sont au vert selon les associations et instances de l'État. Les infrastructures françaises grandissent rapidement et le mouvement s'accélère selon les autorités. L'optimisme est du rigueur, mais pourtant, y a-t-il des changements notables dans la vraie vie? Les électromobilistes voient-ils leur vie quotidienne transformée depuis un an? Pas vraiment, selon les témoignages que j'ai. Aujourd'hui, je vais décrypter avec vous le rapport de l'AVER sur le baromètre IRVE de la recharge en France et vous montrer que la bonne solution est probablement ailleurs. Allez, c'est parti, générique. Lire un rapport et l'analyser est en général long et fastidieux. Pourtant, nous avons tous à l'esprit des références qui sont issues de ces rapports. Ces références ne sont bien souvent pas des informations de première main, mais des retours d'analyse de médias ou de gens comme moi qui vont lire ces rapports et vous en faire une synthèse plus ou moins objective. Après, ce sera la crédibilité du média à vos yeux qui vous permettra de définir la pertinence de l'analyse. Pourtant, le rapport de l'AVER que je vous propose de regarder avec moi aujourd'hui est bien loin des centaines de pages indigestes et barbantes de certaines publications. Celui-ci fait 8 pages en tout et comporte de nombreux graphiques. Donc je vous invite à mettre la vidéo en pause et à aller le regarder avant de continuer. Le lien est dans la description. Bien, ceci étant fait, je vais vous poser le contexte de l'élaboration de ce rapport. Le baromètre de l'AVER que vous venez de voir est basé sur une remontée d'informations de JREV. Mais au fait, qui sont l'AVER et JREV? L'AVER France est l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique. Créée en 1978 pour représenter l'ensemble de l'écosystème de l'électromobilité dans les domaines industriels, commercial, institutionnel ou associatif, elle a pour objectif de faire la promotion de l'utilisation des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Quant à JREV, elle est une plateforme digitale centrale de la recharge créée en 2013 par des acteurs majeurs de la mobilité électrique comme Renault, CNR, la Caisse des dépôts, EDF et Enedis. Voyons maintenant qui sont les parties prenantes de l'AVER et donc qui sont les personnes qui nous donnent cette information. L'AVER a dans ses rangs des énergéticiens et distributeurs d'énergie, des organismes institutionnels, associations, écoles, organismes de recherche, des constructeurs et équipementiers, 2-3 roues, quadricycles, véhicules automobiles particuliers et utilitaires, poids lourds, véhicules industriels, transport de personnes ou producteurs de systèmes de batterie. Il y a des opérateurs de mobilité, fournisseurs de systèmes de transport urbain, de transport de proximité, d'autopartage, loueurs, livraison de marchandises et taxis. Il y a également les installateurs de recharge, systèmes de charge et composants, des distributeurs chargés de maintenance, les collectivités territoriales et syndicats d'énergie, cabinets conseils, banques, compagnies d'assurance et les utilisateurs de véhicules électriques, entreprises et administrations. En clair, tout le monde, sauf les premiers intéressés dans la disponibilité des moyens de recharge, vous et moi, les utilisateurs particuliers de voitures. La déléguée générale de l'AVER France annonce dans un article suivant la publication du rapport une progression exceptionnelle de la disponibilité des bornes de recharge avec un nombre de 53 667 bornes ouvertes au public en 2021. Contre seulement 32 736 en 2020, soit un progrès de 64%. Youpi, c'est la fête! L'objectif de l'État des 100 000 bornes de recharge est en bonne voie. Mais est-ce pertinent? Le nombre suffit-il à apporter le service attendu? Pour ce qui est du nombre de bornes, ok, les chiffres semblent exacts. Par contre, pour avoir une meilleure idée du parc, il est intéressant de savoir combien de bornes en moyenne composent un parc de recharge. Pourquoi ce calcul? Tout simplement parce qu'une borne seule ne sert quasiment à rien. Il suffit d'un aléa technique ou un manque de civisme et la borne est inutilisable. Les aléas sont bien trop grands pour permettre à un utilisateur de pouvoir compter dessus l'esprit tranquille. Mais de combien de bornes faut-il disposer sur un point de recharge? 2, 10, 20? Le chiffre minimal devrait être de 4, même dans les zones les plus reculées, afin de limiter les aléas. Dans l'idéal, 8 bornes devraient être la norme pour un petit point de recharge en zone urbaine et bien plus dans les zones à fort peuplement. Or, si on regarde le rapport de l'AVER, on a une densité de 2,47 bornes par point de charge.
C'est largement insuffisant puisque cette dernière intègre également les parcs de Tesla qui, par exemple, comportent souvent plusieurs dizaines de bornes. En second lieu, il faut se pencher sur la puissance installée. En effet, une voiture électrique a besoin de temps pour se recharger, ce qui va provoquer des changements d'habitude. Là où nous allions faire le plein auparavant après nos courses, il faudra maintenant le faire pendant toute la durée de nos emplettes par exemple. En milieu rural, dont la part des logements collectifs augmente, il va aussi devenir nécessaire d'agir pour que tout le monde ait accès à une prise. Il faut alors soit des bornes assez puissantes pour permettre une recharge rapide et un turnover important, soit des bornes lentes mais présentes quasiment partout. Voyons la direction que prend le parc en calculant la puissance moyenne des bornes, puisque l'AVER nous fournit les chiffres. Nous obtenons une puissance moyenne de 21,7 kW par borne au niveau national. C'est pas mal du tout, mais on a ici des données bien plus intéressantes. En région parisienne, cette puissance moyenne chute à 14,2 kW par borne, démontrant qu'il y a plus de points de recharge pour des stationnements longs de type résidentiel ou sur la voie publique. La région centre remporte la palme de la puissance avec près de 27 kW par borne, mais ce n'est guère élevé si on considère qu'un utilisateur n'ayant pas de prise à domicile risque de perdre pas mal de temps lors de sa recharge. La répartition des points de charge est aussi une donnée qu'il faut prendre en compte. En France, 71% des points de recharge publics sont dans des parkings ou sur la voirie. 26% sont sur des places appartenant à des commerces et seulement 2% sur des emplacements d'entreprises. Bon, ce dernier chiffre est un peu biaisé, car on ne parle ici que des bornes accessibles au public et non des moyens de recharge mis à la disposition des collaborateurs d'une société. Enfin, dernier point qui nous intéresse sur ce rapport, ce sont les puissances installées par région. Une immense majorité des puissances sont basses, voire très basses. 36% des bornes délivrent moins de 7,4 kW. C'est énorme. Sans surprise, on les retrouve essentiellement en Île-de-France, en raison des bornes installées sur les parkings et voies publiques pour le stationnement résidentiel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les régions disposant du plus grand nombre de recharges rapides sont sans surprise les zones de passage et les lieux touristiques. Ainsi, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et la Nouvelle-Aquitaine sont bien mieux pourvus en charge de plus de 50 kW que les autres. Mais finalement, que nous dit réellement ce rapport et surtout, qu'est-ce qu'il ne nous dit pas? En regardant les baromètres plus anciens, ceux-ci ne représentent pas la même précision que le dernier. Il est donc extrêmement compliqué de comparer toutes les évolutions, mais aussi d'avoir une vue réelle sur l'impact de son chiffre sur la vie quotidienne des électromobilistes. Pire, il donne une image trompeuse d'une évolution qui n'est pas relayée par les témoignages et expériences des utilisateurs. Cela diminue la crédibilité de la filière et augmente la défiance de ceux qui envisagent l'achat d'une voiture électrique. Ce qu'on remarque le plus, c'est la totale inadéquation des moyens relativement aux besoins. Les rapports et communications parlent de bornes comme si elles étaient toutes pareilles et apportaient le même service. Même les incitations fiscales ne sont pas utilisées à bon escient et se diluent dans des initiatives plus ou moins inefficaces. Donner des subventions à une mairie pour l'installation d'une borne est par exemple totalement contre-productif. Imaginez qu'on incite ces mêmes mairies à installer des stations-service. Ce n'est pas du tout dans la mission de ces collectivités. Dans une même idée, on parle ici de nombre de bornes et donc de contribution publique à l'installation de chacune d'entre elles. Lorsque celle-ci est en courant alternatif avec 11 ou 22 kW, elle ne coûte que 6 000 €, contre jusqu'à 40 000 € pour une borne 350 kW en combo CCS. A l'inverse, un boîtier de 3 kW placé sur un lampadaire ou une prise domestique avec un dispositif de paiement reviendra à quelques centaines d'euros au plus. Pour les installateurs ou distributeurs d'électricité, il est bien plus rentable à court terme de siphonner les aides avec les bornes les moins chères et les mieux subventionnées. Donc les bornes 11 et 22 kW. Mais alors que faire pour obtenir un réseau qui soit réellement adapté aux besoins et qui se développe assez rapidement pour répondre à la demande croissante? Pour cela, il suffit de faire une chose. Arrêtons de donner des subventions à l'installation. Ce qui est important n'est pas la puissance installée, mais l'utilisation qui en est faite, ou plus simplement, le service effectivement rendu. Combien de bornes dans tout le total de l'AVER ne sont utilisées qu'une fois tous les tremblements de terre, voire même jamais? Combien de ressources cette borne aura-t-elle dépensées et combien de subventions aura-t-elle consommées pour avoir un résultat nul? Lorsque l'on lance un projet dans l'industrie ou le commerce, on fait une étude de marché, on dimensionne ses installations en fonction des besoins, on la construit et ensuite on l'adapte en fonction des résultats. L'argent public dépensé pour le réseau de recharge est à ce jour gaspillé et aucun retour sur investissement n'est à prévoir si le système n'est pas revu en profondeur.
L'État, en effet, ne fait pas de réel contrôle de l'utilité des réseaux installés avec son argent et ne tient pas compte de la fermeture des réseaux non rentables une fois les subventions obtenues. Si nous voulons le meilleur réseau de recharge au monde, nous pouvons le faire. Mais pour cela, il faut faire confiance à l'une des plus grandes motivations de l'humain moderne, l'appât du gain. Imaginez 4 investisseurs qui veulent installer un parc de bornes publiques. Ces exemples illustrent une problématique tout à fait réelle et une manière efficace de les traiter. Il existe d'autres problématiques, mais je ne vais pas les énumérer ici. Ça ferait une vidéo qui serait largement trop longue. Le système que je vais vous présenter maintenant s'appliquera pourtant à ces autres solutions tout aussi bien qu'aux 4 exemples que je vous donne. Le premier opérateur est en zone rurale. Il veut installer un parc de bornes pour répondre à la demande d'utilisateurs n'ayant pas de point de recharge à domicile. Il va devoir déterminer les besoins de la population, mais aussi les habitudes de trajet des uns et des autres. Or, il se rend compte que pas mal de personnes se rendent en ville pour travailler en empruntant la ligne de train régionale. Le parking de la gare sert également d'aire de covoiturage. Il sait également que la plupart des personnes font leurs courses au supermarché du chef-lieu de canton. Il programmera alors 2 types de bornes. Une série de charges lentes, voire très lentes, sur le parking de la gare pour permettre aux utilisateurs de se brancher toute la journée, et un parc de recharge à 50 kW tri-standard près du centre commercial pour des recharges pendant le temps des courses. Le second opérateur est en zone urbaine, à forte densité. Il va aussi devoir déterminer les besoins. Il va faire une étude de marché qui démontre 2 choses. Premièrement, ces utilisateurs n'ont que peu besoin de leur voiture au quotidien, et ils utilisent les transports en commun pour la plupart de leurs trajets. Par contre, ceux-ci ont souvent des autos familiales pour le week-end et les vacances. Ils peuvent avoir besoin de se recharger parfois assez rapidement entre le samedi et le dimanche par exemple. Il va donc installer des bornes de type domestique à très faible puissance sur la voie publique en grand nombre et des bornes 50 kW minimum près des centres commerciaux. Le troisième opérateur est national. Il veut se doter d'un réseau de recharge rapide pour répondre à la demande des trajets longue distance. Il est en relation avec les sociétés d'autoroutes et prévoit d'installer des bornes sur les aires de repos. Sa problématique est double. Premièrement, avoir un réseau assez gros pour absorber la demande lors des périodes d'affluence, mais aussi de limiter son investissement. Il va alors se tourner vers des bornes chères, mais très rapides, afin de maximiser le turnover pendant la période de fort trafic. Il va donc se tourner vers des bornes 350 kW, mais en nombre limité. Enfin, le dernier opérateur est international. Lui aussi veut répondre à la demande en mobilité au long cours, mais préfère avoir un maillage plus important. Il décide donc de limiter les coûts des bornes et donc la puissance. Pour pallier à des arrêts plus longs, il va s'implanter dans des endroits agréables et miser sur une attractivité plus importante de ses lieux de recharge. Il va installer des bornes à 150 kW, pas forcément sur des autoroutes, mais toujours à proximité. Il mise également sur la recharge locale pour augmenter sa rentabilité et ainsi capter la clientèle des taxis et autres véhicules d'entreprise ne disposant pas de points de recharge. Vous remarquerez qu'on a déjà finalement bien couvert les besoins. Du retraité rural à la famille urbaine en passant par l'artisan taxi ou le commercial, tout le monde y retrouve son compte. Pourtant, si c'est bien l'objectif recherché, les subventions actuelles ne permettent absolument pas de favoriser ce type d'installation. Bien au contraire. La recharge rurale ou urbaine verra ces bornes à très basse puissance peu subventionnées, et les recharges autoroutières ou au long cours se verront dotées d'une subvention peu en rapport avec l'investissement de leur technologie. En fait, ce sont les bornes 11 et 22 kW qui sont favorisées par le dispositif actuel, alors qu'elles sont les moins intéressantes à utiliser pour la plupart des usagers. Pas assez rapides pour permettre une recharge totale pendant une séance de shopping, elles le sont trop pour une voiture garée à la journée, et donc souvent squattées par des autos déjà chargées. Mais alors, comment faire pour que l'argent public soit mieux dépensé pour réaliser un réseau de recharge efficace? Dans mon exemple, le modèle économique des parcs prévus par nos 4 opérateurs est à l'état de projet, et l'étude de marché est finie. Les coûts sont connus et les gains potentiels aussi. Les garanties financières pour la majorité des investissements sont en place. L'État peut alors abonder au projet à hauteur d'un certain pourcentage pour en boucler le financement. Il va alors accorder un crédit subvention. Ce crédit est indexé sur l'inflation et calculé sur la durée d'un financement normal de type industriel. L'opérateur va alors disposer d'un capital qu'il va devoir rembourser, comme dans tout autre crédit classique, mais c'est là qu'un autre mécanisme se met en place. L'opérateur déclare son chiffre d'affaires chaque année dans son bilan. Ça, c'est de toute façon fait au niveau fiscal. Il va ainsi déclarer les revenus de son parc ayant reçu le crédit subvention.
Dans la convention de subvention, l'État s'engagerait à donner un certain pourcentage de ce chiffre d'affaires à l'entreprise sous forme d'une remise de son remboursement. Avec des chiffres, ça va être plus compréhensible. Imaginons que l'État ait prêté 100 000 € à l'opérateur sur 4 ans et que l'inflation est à 0 pour simplifier le calcul. Le remboursement annuel devra être de 25 000 €. Mais l'État ristourne 1% du chiffre d'affaires des revenus du parc, qui sont par exemple de 2 millions d'euros. Le remboursement sera alors de 25 000 moins 20 000 €, soit 1% du chiffre d'affaires, et donc de 5 000 €. La subvention est alors indexée sur le service effectivement rendu. Dans le cas où les chiffres sont meilleurs que prévu et que la subvention dépasse le remboursement de l'emprunt, l'État ne demandera aucun paiement, mais ne versera pas l'excédent. Un bon résultat permettrait pourtant à l'opérateur d'obtenir plus facilement un nouveau financement de l'État s'il lance un nouveau projet, voire de disposer d'un crédit plus important la prochaine fois, et ainsi d'augmenter son parc plus rapidement. Ce qui est important, c'est qu'un tel système avantagera les opérateurs les plus performants, mais surtout qu'il ne donnera plus un chèque en blanc comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui. Ce qui est favorisé, c'est le taux d'utilisation du parc ainsi subventionné. Les bornes très lentes, comme les prises domestiques installées sur les éclairages publics, se verraient mieux subventionnées qu'une borne 22 kW installée sur la place de la mairie et qui ne sert quasiment jamais. Les bornes rapides, près des centres commerciaux ou des hypermarchés, seraient bien plus présentes et attireraient plus de clients. Quels commerçants ou gérants de zones commerciales dédaigneraient cela ? À choisir entre un système qui marche et des bornes qui n'attirent personne, le choix serait vite fait. Pourtant, il y a un cas où le système risque d'être mis à rude épreuve, les départs en vacances. L'opérateur de recharge sur autoroute de mon exemple ne ferait pas le job, car ces bornes seraient trop peu nombreuses et ne pourraient pas absorber les flux pendant les vacances. Avec un tel système, on n'est pas prêt de voir disparaître les files d'attente et les articles putaclic de certains médias avides de sensationnel. Pourtant, l'opérateur fait en fonction de ses impératifs et de la technologie qu'il utilise. Dans un tel cas, l'opérateur aura deux choix. Soit installer des bornes meilleur marché mais en grand nombre en plus de son parc à haute puissance, ou voir un autre opérateur arriver et réaliser ses parcs à sa place. Au final, l'État pourrait ainsi distribuer ses subventions à bon escient au lieu de saupoudrer d'argent public une industrie encore trop souvent avide de subventions faciles pour financer des projets inutiles. L'État aurait même une sécurité supplémentaire puisque l'argent distribué serait remboursé si les promesses n'étaient pas tenues. C'est une sacrée différence avec les fiascos passés du réseau Corridor ou les sommes faramineuses investies dans Ionity avec des résultats plus que réduits. Le pire dans tout cela, c'est que le réseau le plus étendu au monde n'a eu besoin d'aucune subvention et se développe bien plus vite que n'importe quel autre système. C'est l'exemple de mon 4e opérateur. Les superchargeurs Tesla sont moins chers et plus faciles à produire que tous les autres systèmes de recharge rapide. Ils font appel à des composants standards et sont produits en très grande série. S'ils ne sont pas aussi rapides que les chargeurs 350 kW qu'on voit fleurir ça et là, ils sont bien plus adaptés à toutes les autos électriques, tant les modèles disposant de recharge 700 ou 800 volts sont rares. Mais finalement, ce n'est pas la technologie qui différencie le réseau Tesla de tous les autres réseaux. C'est sa philosophie. Il a été conçu pour être en adéquation avec les besoins des usagers et faire gagner de l'argent à son propriétaire en favorisant la vente de ses autos électriques. La conception du réseau Tesla répond à une demande et aucune des bornes n'est installée par hasard. Aux États-Unis, les parcs de superchargeurs urbains permettent à ceux qui vont faire leurs courses de recharger en 1 ou 2 heures. Ils auraient parfaitement leur place en France et dans toute l'Europe en remplacement des bornes semi-rapides. Elle ferait un énorme job pour que tout le monde puisse rouler en voiture électrique sans avoir à se soucier de la recharge. L'ouverture progressive du réseau Tesla à toutes les marques dévoile cette possibilité et les États devraient prendre exemple sur ce système et encourager ce type d'initiative plutôt que d'engrosser les parasites qui ne font rien et demandent toujours plus d'argent en brandissant le bâton des licenciements s'ils n'obtiennent pas raison. Autre aspect intéressant d'une telle mesure, les subventions seront au final réservées aux entreprises qui veulent vraiment disposer d'un modèle économique viable. Si leur réseau ne fonctionne pas, elles fermeront rapidement et se verront exclues de facto du dispositif d'aide, mais non sans avoir remboursé la contribution publique qu'ils ont perçue. Les opérateurs vont devoir gérer la fiabilité, la disponibilité et l'attractivité de leur parc de bornes. Ainsi, ils trouveront des solutions pour éviter les voitures ventouses et des moyens de paiement faciles et pratiques. Placer les bornes à l'entrée de la place de parking et non au fond serait une première solution. Équiper les bornes rapides de barrières serait alors facile et ne demanderait que peu d'investissement.
Il suffit en effet d'intégrer directement la barrière à la borne. La possibilité pour un abonné d'ouvrir la barrière avec l'application smartphone, par exemple, offrirait une solution pratique pour ouvrir l'accès à la place. De ce fait, avec un capteur de présence sur la place, un utilisateur serait identifié et facturé en cas d'occupation abusive. Le recours au paiement par carte bancaire serait aussi possible. Un simple passage du moyen de paiement sans contact sur la borne ouvrirait la barrière et donc la cession de charge. La facturation après charge, si le véhicule reste à la place, serait également facile. Le réseau ainsi équipé serait alors bien plus disponible et les applications des opérateurs pourraient relayer l'état de disponibilité des bornes. Pour la facturation, les opérateurs devraient aussi trouver le juste prix entre le service rendu et la rentabilité de leur parc. Les abonnements annuels permettraient aux utilisateurs réguliers de bénéficier d'un meilleur tarif, tandis que les occasionnels seraient incités à utiliser le réseau aux heures de faible affluence. Ainsi, lors des départs en vacances, les bornes seraient plus chères à certaines heures et le taux d'occupation se répartirait naturellement sur des plages horaires plus larges, générant de meilleurs chiffres d'affaires pour les opérateurs et donc plus de subventions. Le pire dans tout cela, c'est que les bouchons des vacances sont directement causés par des autos à grande autonomie dont le plein est rapide. Les hôteliers et loueurs de vacances sont conscients de ce fait et donc peuvent imposer des dates d'arrivée et de départ en raison même de la possibilité des usagers de faire ces déplacements en masse, tous au même moment. Ainsi, les voitures thermiques vont engorger les péages et les villes de passage pendant cette transhumance estivale. Avec la répartition des départs et retours de vacances en voiture électrique, il y aura moins de bouchons, moins d'accidents, de stress, et au final plus de plaisir à partir en vacances. Rouler 10 ou 12 heures d'affilée avec tous les risques que cela comporte finirait par devenir plus cher que de prendre une chambre d'hôte ou un camping sur la route, même en voiture électrique. Le meilleur dans tout cela, c'est qu'il sera moins cher et bien plus agréable de voyager qu'avec une voiture thermique, et moins stressant de les utiliser au quotidien. C'est peut-être pour cela que les voitures électriques sont tellement appréciées et séduisent de plus en plus de conducteurs. Non, le réseau de recharge ne sera pas fonctionnel grâce à l'argent public, bien au contraire. Favoriser les initiatives qui marchent au lieu de les taxer pour donner cet argent n'importe comment ne fera que retarder la solution et donner des arguments à ces journaleux qui ne manquent jamais une occasion de faire un article contre la voiture électrique. En termes de résultats et d'image, il est nécessaire de montrer que la transition vers la voiture électrique est une formidable opportunité pour tous. Constructeurs automobiles, opérateurs, professionnels du tourisme, commerçants et surtout utilisateurs. À force d'initiatives malheureuses et d'exemples d'échecs, il n'est pas étonnant de voir une partie de l'opinion rester ancrée dans le thermique en adoptant des hybrides rechargeables pourtant complexes, chers et inefficaces. Ou plus grave, en espérant un hydrogène magique dont le prix et le coût écologique seraient si désastreux qu'il serait pire que le tout fossile pour l'avenir de notre mode de vie. Mesdames et messieurs les politiques, les dirigeants d'associations, de rassemblements de consommateurs, de représentants de marques, je vous invite à agir et diffuser le message que contient cette vidéo. Faites des propositions, donnez des idées et faisons enfin avancer les choses pour qu'on puisse un jour dire 100% des besoins des utilisateurs sont couverts par le réseau de recharge le plus performant au monde. Voilà l'ambition qu'il faut avoir pour notre pays et non pas une augmentation anarchique du nombre de bornes, totalement dénuée de bon sens. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.